Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la société Pult Group. Donc les Anglais prononcent ça différemment, c'est Pulte. Donc c'est une entreprise de construction de maisons, donc dans l'immobilier, qui opère exclusivement aux États-Unis. C'est le troisième plus gros constructeur de maisons neuves aux États-Unis en ce moment. Donc le principe de fonctionnement de son business est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui achète des terrains qu'elle estime être potentiellement intéressants. Par la suite, elle fait la promotion de ses potentiels projets de construction. Elle attire des clients, elle fait signer ces clients-là, donc elle fait en sorte que ses clients s'engagent. Elle fait par la suite construire des maisons et donc à la fin, elle fait ce qu'on appelle un closing qui acte la vente et il y a un cash-in qui se fait. Donc cette entreprise-là a une filiale qui se charge d'émettre des prêts hypothécaires aux personnes qui souhaitent acheter une de ces maisons. Et par la suite, ces prêts hypothécaires sont revendus à des sociétés comme Fannie Mae ou Freddie Mac. Et donc ça permet à Pult Group de récupérer une grosse partie du cash et de s'affranchir des risques associés aux prêts hypothécaires. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc la vidéo, elle sera divisée en plusieurs parties. La description du business que je viens de vous faire. Là, on va ensuite analyser les fondamentaux de l'entreprise. On va faire une revue du rapport annuel pour essayer de comprendre les quelques subtilités qu'il y a dans le business. Et à la fin, je conclurai sur les intérêts qu'il y a à se procurer les titres de cette société. Mais bon, d'une manière générale, vous savez très bien que si je parle de cette société dans une de ces vidéos, c'est qu'il y a potentiellement un intérêt à se positionner sur le titre. Donc on est parti sur l'analyse des fondamentaux. Donc pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la taille de la société, on est sur une société qui a une market cap à 19 milliards. Donc elle se situe dans les mid-cap, on peut dire. Toujours est-il que ça reste la troisième plus grosse société de construction immobilière des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est proposée un PER qui est aux alentours de 6. Donc on est quand même relativement proche des plus bas. Donc voilà, on avait quand même atteint par le passé, le 30 septembre 2022, un PER qui avoisine les 4. On a une croissance ici qui est colossale au niveau du bénéfice par action. On est sur une croissance qui table à 950% sur 10 ans. Donc j'avais tablé sur une croissance annuelle qui avoisine les 25% par an lissée sur 10 ans et une croissance annuelle de 28% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est toujours intéressant de mettre en rapport la croissance lissée sur 10 ans et sur 5 ans, tout simplement pour s'assurer que la croissance perdure toujours sur les années qui avoisinent l'achat potentiel. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, et 25% par an, c'est absolument démentiel. Maintenant, ici, la croissance des revenus et profits. Donc, ce que vous avez ici, la courbe en bleu, c'est le chiffre d'affaires. Ce que vous avez en bas, en vert, c'est le résultat net. Et on table sur une croissance du chiffre d'affaires de 207% sur 10 ans, ce qui est relativement correct, mais pas non plus exceptionnel. Ça fait une croissance lissée sur 10 ans de 11% par an. Donc, comme j'ai dit, c'est bon, mais c'est pas non plus Nvidia. On a une croissance du résultat net, en revanche, de 500% sur 10 ans. Donc on peut ici en conclure avant même de regarder que les marges ont augmenté récemment. Le free cash flow est bon, c'est la courbe qui est en bleu ici, et on peut voir qu'il y a une forte volonté de l'entreprise de racheter ses actions. Donc c'est la courbe que vous avez en jaune en bas. On a eu plus d'1 milliard de rachats d'actions sur l'année 2024. Et les rémunérations en actions, donc c'est la courbe en vert qui est ici. Je l'ai fait figurer sur la même courbe que le free cash flow, tout simplement pour que je puisse me rendre compte de la part que prennent les rémunérations en actions sur le free cash flow. Ça me permet tout simplement de vérifier que la direction ne pique pas trop dans l'assiette de l'actionnaire. Et donc voici les marges. Donc les marges nettes en très forte augmentation. On arrive sur une marge nette qui est excellente, à peu près 17%. La dette est en diminution. Et quand on compare la dette au free cash flow, on est sur des niveaux qui sont relativement acceptables et raisonnables. La dette est remboursée en environ 1 an et demi de free cash flow. Le ROCE est bon et en augmentation. On atteint des niveaux de ROCE qui sont entre 25 et 30% sur les 4 dernières années. Et là, vous avez un magnifique aperçu de la courbe du nombre d'actions en circulation. Et on observe avec plaisir et avec enthousiasme le fait que la société a racheté pour à peu près 45% de ses actions en 10 ans, ce qui est absolument massif. Et un retour de valeur exceptionnel pour les actionnaires. Et ici, vous avez un petit aperçu des dividendes versés. Donc on est sur un ratio de 1% de rentabilité et donc un ratio par rapport au flux de trésorerie qui est de l'ordre d'une distribution de 10%, 11%. Le dividende, moi, je suis pas forcément très fan. Je trouve ça bien qu'il y en ait un de versé parce que ça ajoute un petit peu de stabilité au prix de l'action, ça réduit la volatilité. Mais bon,
sur le long terme, on s'en fiche un petit peu. Je préfère pour ma part qu'on reverse plus de valeur aux actionnaires via le rachat d'actions, tout simplement parce que ça a une fiscalité un petit peu plus intéressante, notamment parce que je vis en France et que sur le rachat d'actions, je n'ai pas à payer d'impôts, tandis que sur le dividende, j'ai 33% qui partent en impôts. Donc d'une manière générale, sur l'appréciation de ce titre, tous les fondamentaux s'améliorent. Il y a une très belle croissance du bénéfice par action, une croissance correcte et acceptable du chiffre d'affaires. On est quand même sur quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. On parle ici de construction immobilière, donc il est normal que le chiffre d'affaires n'explose pas, c'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est maîtrisée et saine et durable sur le long terme aux États-Unis, une croissance de la demande, j'entends, et donc du chiffre d'affaires. Le secteur de la construction immobilière est relativement déprimé, on pourrait le dire très clairement. Donc cette entreprise-là est proposée, comme j'ai dit, à un PER de 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une exception. Les concurrents, donc il va y en avoir plusieurs, et on va peut-être les passer en revue dans cette vidéo, sont tous proposés à un PER entre 6 et 10. Je pense qu'on peut modestement et légitimement se dire que la déprime de ce secteur-là pourrait éventuellement, potentiellement, partiellement s'expliquer par le fait que ça a été une société qui a été lourdement impactée par la crise de subprime en 2007. À la suite de cette crise, sur les 5 années qui ont suivi 2007, l'entreprise a généré des pertes en cumul qui se portaient aux alentours de 6 milliards de dollars. Il ne s'agit pas seulement de cette entreprise-là, hein, c'est-à-dire qu'elle et ses concurrents ont été lourdement impactés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous pouvez trouver des explications très claires sur Internet. C'est-à-dire que cette entreprise-là donc vend des maisons. À la suite de la crise, énormément d'Américains qui ont été mis à la rue et donc leur maison qui était détenue par l'aide de prêts hypothécaires, leur maison a été mise en vente sur le marché de manière massive, ce qui a fait chuter le prix de l'immobilier, faisant alors exploser l'offre des maisons donc en circulation et mises sur le marché. Et donc cette offre-là était drastiquement supérieure à la demande. Et donc les sociétés comme celles qu'on est en train d'étudier ici n'étaient plus en mesure de vendre les maisons à des prix raisonnables, qui leur permettaient de générer du profit. Et elles ont donc fait des pertes. Aujourd'hui, et depuis aux environs de 2011, 2012, 2013, ces entreprises-là ont regagné leurs profits. Et là, il se trouve qu'elles ont récupéré une croissance relativement stable. Mais toutefois, je pense que la confiance des investisseurs, d'une manière générale, sur le court à moyen terme, a été un petit peu perdue. Donc il y a, je pense, aujourd'hui une méfiance qui est beaucoup plus importante. Ce qui expliquerait potentiellement le fait que le secteur soit un petit peu déprimé. Cette déprime du secteur pourrait éventuellement s'interpréter sous un angle différent, ou en tout cas sous un angle qui compléterait l'angle que je viens de vous exposer ici. C'est-à-dire qu'on est sur une période où les taux d'intérêt sont relativement élevés, donc je vais vous les montrer. Donc voilà, donc ici vous avez la courbe des taux d'intérêt. Là où j'ai placé ma souris, c'est l'an 2000. On a un historique relativement complet, donc c'est simplement pour que vous puissiez vous rendre compte. Aujourd'hui, on est sur des taux d'intérêt qui avoisinent ceux qui étaient donnés pour un petit peu avant la crise des subprimes en 2007. Donc là, on est sur des taux d'intérêt qui ont commencé un petit peu à diminuer, donc à 4,5%. Mais depuis, il y a eu une croissance donc des taux d'intérêt depuis 2022. Et la société s'en est très bien sortie malgré cette hausse des taux d'intérêt. Et on va voir pourquoi d'ailleurs. Il y a des raisons qui expliquent cela. Donc voilà pourquoi le secteur est un petit peu déprimé. Ça s'explique par le fait qu'anciennement, il y a eu la crise des subprimes et donc une baisse de la confiance des investisseurs vis-à-vis de ce secteur-là. Et il y a aussi donc la hausse des taux d'intérêt récente, même si elle a été marquée par une légère diminution sur les derniers mois. Alors, je vais très rapidement vous expliquer le processus de vente de cette entreprise, le processus de fonctionnement, pardon, parce que ça va au-delà de la vente, en fait. Il y a quelques petites notions à comprendre, mais d'une manière générale, c'est extrêmement simple et ça se comprend assez facilement. Vous avez notre société. Donc la première étape, c'est qu'elle fait des études sur les potentiels terrains qui peuvent être relativement intéressants à l'achat pour y construire des maisons. Donc ça va être des études sur la qualité des sols, ça va être des études sur l'environnement, sur les infrastructures publiques qui y a à proximité, sur les transports en commun, sur la croissance du marché du travail à proximité, et donc ce genre de choses. À la suite de ça, si elle trouve qu'un terrain est intéressant, elle va acheter. Elle fait à la suite de ça la promotion des potentielles maisons qu'elle pourra construire sur ce terrain-là et des projets de construction qu'il peut y avoir. Elle va donc intéresser quelques clients et elle va signer des contrats avec ces clients-là. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise n'achète pas forcément le terrain. Elle a parfois des options d'achat et elle n'achète que quand elle signe avec un client, avant de faire l'acquisition du terrain pour pouvoir y construire dessus la maison que le client a commandée. Donc vous avez le client qui signe un contrat avec la société Pulse. À partir de là, les travaux commencent et la société commence à construire la maison sur le terrain qu'elle a acheté. Et donc la nuance est là. C'est-à-dire que le client ne paye pas en cash la maison et n'a pas affaire à un intermédiaire comme une banque. C'est-à-dire que c'est la société Pulse Group qui génère un prêt hypothécaire auprès du client.
Pult Group opère par le biais de sa société Pult Mortgage afin de générer les prêts hypothécaires. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les revenus du client, les dettes qu'il détient actuellement, de manière beaucoup plus rigoureuse que ça ne se faisait avant la crise des subprimes. Le prêt hypothécaire est généré et donc à ce moment-là, l'entreprise, Pult Group, n'a pas encaissé le cash. C'est-à-dire que bien évidemment, le prêt se rembourse mensuellement et on a là un problème. On a là un problème parce que la société construit et vend plus de 30 000 maisons à l'année. Si elle fait ça pour les 30 000 maisons à l'année, l'entreprise se transforme en une banque. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle revend ses prêts hypothécaires auprès d'organismes qui sont en charge de racheter ces prêts-là pour pouvoir encaisser les paiements et donc reverser l'intégralité de la somme à la société Pult Group. Donc il y a plusieurs avantages à cette verticalité, c'est-à-dire que ça améliore l'expérience client parce qu'il a affaire qu'à une seule société qui à la fois choisit le terrain, construit la maison et génère le prêt hypothécaire. Ça améliore non seulement l'expérience client, mais ça accélère aussi le processus. Donc vente du prêt hypothécaire et cash-in de la société. Et donc c'est à ce moment-là seulement que Pult Group récupère le cash généré par la vente de sa maison. Donc je ne rentre pas dans les détails sur comment est-ce que la société Fannie Mae s'y retrouve. C'est-à-dire que bien évidemment il y a une marge à un prêt hypothécaire et il se trouve que Pult Group non seulement fait une marge sur la construction de sa maison, mais sa société Pult Mortgage effectue aussi une marge sur la vente du prêt vers Fannie Mae. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, il se passe entre 24 et 36 mois entre le moment où Pult Group achète le terrain et le revend à son client avant de cash in après la revente de son prêt. Alors je vais maintenant faire un petit parallèle avec le contexte économique, ce que j'ai déjà fait un petit peu en vous parlant des taux d'intérêt actuels. On est en mesure de se poser légitimement la question de savoir comment ça se fait que la société continue de performer autant et qui est encore une croissance alors que les taux d'intérêt sont quand même relativement élevés, même historiquement élevés depuis déjà. On est sur des taux qui ont atteint des taux records depuis maintenant bien 14, 15 ans, même plus que ça. Et donc en fait, le fait que la société puisse continuer à croître et à construire et vendre des maisons s'explique par deux aspects. Donc vous voyez ici qu'anciennement, il y a eu des taux extrêmement bas. Et donc sur cette période-là, le secteur de l'immobilier a drastiquement rebondi à la suite de la crise des subprimes, justement grâce au fait que les taux d'intérêt étaient très bas, ce qui a incité l'Américain à emprunter de l'argent pour pouvoir financer sa maison. Donc aujourd'hui, les Américains qui habitent leur maison détiennent des prêts qui sont de l'ordre de 2 à 3%, ce qui est extrêmement avantageux pour eux. Ils ne souhaitent pas, on va dire, monter en gamme de maison ou déménager pour faire construire une maison neuve, parce que ça inciterait à contracter un prêt qui serait beaucoup plus élevé et donc désavantageux pour eux. Ceci étant dit, ça provoque une pénurie de maisons préconstruites, de maisons pour ainsi dire déjà construites. Donc les primo-accédants qui souhaitent acquérir pour la première fois une maison, ou bien ceux qui souhaitent tout simplement monter de gamme, sont contraints de faire construire des maisons neuves et donc de solliciter des entreprises comme celles que nous étudions aujourd'hui. Ça, c'est le premier facteur qui explique que l'entreprise continue de croître aujourd'hui et de faire construire des maisons et donc de dégager du chiffre. Et la deuxième raison qui explique la résilience de cette entreprise et même des autres entreprises aussi de ses concurrents d'une manière générale face à la hausse des taux d'intérêt, c'est le fait que l'entreprise exerce ce qu'on appelle des rate buy downs. Donc en fait, elle finance artificiellement le prêt du client, tout simplement pour réduire ses mensualités, parce que le client est très sensible aux mensualités qu'il aura à payer pour rembourser son prêt. Donc de fait, la société Pult Group fait le choix de réduire un petit peu ses marges pour pouvoir inciter le client à acheter une maison et à contracter un prêt. C'est un choix qui est totalement assumé et qui rapporte beaucoup. Parce que sans ça, la demande en logement neuf aurait drastiquement diminué. Et donc il y a aussi des intérêts fiscaux à exercer ces rate buy downs en comparaison d'une diminution du prix facial d'une maison, tout simplement parce que ça garde, on va dire, cet aspect valeur associé à la maison. Et puis ça permettra aussi à Pult Group de supprimer cet avantage fiscal accordé aux clients quand les taux d'intérêt diminueront pour récupérer la marge qui a été sacrifiée. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette démarche-là, elle n'est pas innovante. C'est pas du tout un avantage concurrentiel. C'est quelque chose qui est très clairement fait par toutes les entreprises du secteur qui ont à peu près les moyens de financer ce genre de choses. Donc les plus gros, bien sûr. Donc tous les concurrents de Pult Group exercent ces rate buy downs. Alors on va maintenant très rapidement étudier le compte-rendu annuel de Pult Group. À noter toutefois que l'essentiel des informations que je vous ai données jusqu'à présent, c'est tout simplement des choses que j'ai apprises depuis le rapport annuel. Donc c'est vraiment un travail que vous devez faire en amont si vous souhaitez réellement comprendre en profondeur comment fonctionne une société. Alors voilà, point important de l'aspect un petit peu financier de l'entreprise qu'on ne peut saisir qu'en lisant le rapport annuel. Je voudrais simplement vous rappeler que l'entreprise est très dépendante des sociétés comme Fannie Mae ou Freddie Mac, tout simplement parce que c'est ce qui leur permet cette liquidité et de vendre rapidement une maison pour pouvoir générer des prêts hypothécaires très rapidement pour le client
et les revendre par la suite à ces sociétés-là pour pouvoir faire un cash-in très rapide des liquidités. Donc en fait, l'un des principaux risques aurait été de se dire que la société Pult Group ne peut subsister que si Fannie Mae et Freddie Mac sont encore en mesure de racheter des prêts hypothécaires qui sont générés par cette société. Alors il faut savoir que ces deux sociétés-là, Fannie Mae et Freddie Mac, sont des sociétés un petit peu particulières parce qu'elles ont terriblement souffert de la crise des subprimes en 2007. Un peu moins que les banques toutefois, mais ces sociétés-là ont, alors par le passé, extrêmement bien fonctionné. Elles ont même été conseillées par les plus gros investisseurs du monde, tels que Peter Lynch par exemple. Dans son livre Battre Wall Street, il vante les mérites de Fannie Mae. Donc cette société-là, malgré toutes ces éloges, a fait quasiment faillite en 2007. Elle a été mise sous tutelle de l'État américain, ainsi que la société Freddie Mac également, tout simplement parce que c'était des entreprises qui détenaient essentiellement, enfin en tout cas beaucoup, de crédits hypothécaires à taux variable et pourris. Notamment, on parlait des prêts ninja. Donc moi, je raisonne de la sorte. C'est-à-dire que la société Pult Group qu'on étudie aujourd'hui est fortement dépendante de ces deux sociétés-là qui ont été mises sous tutelle du gouvernement américain. Donc moi, de mon point de vue, j'espère que ça va filer droit. Et je pense que d'une manière générale, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des écarts comme ceux qu'on a pu observer par le passé. Très rapide passe sur la direction et sur le board. On a un CEO qui exerce ses fonctions en tant que directeur, ou en tout cas qui fait partie du board exécutif depuis 2012. Deux petites choses que j'ai oublié de préciser, c'est que Pult Group ne construit pas elle-même ses maisons, elle sous-traite à des intervenants locaux et effectue des contrôles qualité lors de la construction. Et le deuxième point, c'est que la société génère aussi des contrats d'assurance qu'elle revend également. Elle ne supporte ni le risque de prêt hypothécaire, ni le risque associé aux assurances. Donc quand vous lisez le rapport, il y a quelque chose qui peut se dégager au niveau du ressenti. Moi en tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas mon ressenti à moi, c'est que quand je lis ce rapport-là, la direction et d'une manière générale les rédacteurs de ce rapport prennent beaucoup de pincettes. Il n'y a pas du tout un discours optimiste qui vise à enflammer l'investisseur pour qu'il place toutes ses billes dans ce titre, ce qui est relativement rassurant. Donc ceux qui dirigent cette entreprise et ceux qui ont rédigé ce rapport restent très terre à terre et réalistes. Voilà, donc petite chose qu'on apprend en lisant le rapport, on est en mesure de se demander quel est le risque encouru toutefois par Pult Group après que la société ait généré le prêt hypothécaire, c'est-à-dire combien de temps elle met à revendre ce prêt hypothécaire-là sur le marché secondaire. Il se trouve qu'elle détient seulement environ 30 jours, sur une durée de 30 jours, le prêt hypothécaire. Donc le prêt hypothécaire est mis sur le marché secondaire très rapidement, donc la société n'est que très peu exposée au potentiel risque de faillite de la personne qui a emprunté l'argent. Ce qui est relativement rassurant quand on sait ce qui s'est passé par le passé. Donc voilà quelques chiffres supplémentaires qu'on trouve dans le bilan, dans le rapport annuel, et qui ne sont pas potentiellement visibles ailleurs. Donc ici, on a sur ce tableau, hop, on va mettre ça ici, on a le backlog qui est renseigné. Donc le backlog, ce que vous voyez ici, là, hop, le chiffre à 10 000, là, c'est tout simplement les maisons pour lesquelles les chantiers ont déjà commencé, donc des frais ont été engagés, mais il n'y a pas eu encore de cash-in, donc les chantiers ne sont pas finis. C'est tout simplement pour dire que les frais ont été engagés, mais que des bénéfices sont à venir, de manière inévitable ou quasiment du moins inévitable. Avec ça, juste au-dessus, vous avez les Net New Orders, donc les nouveaux contrats qui ont été passés avec les clients sur l'année 2024, donc potentiellement pour l'année prochaine, ou les années à venir en tout cas. Donc ça sera lissé sur les futures années. Il y a eu une augmentation de 2%, ce qui n'est carrément pas significatif. Pour moi, il va y avoir à la rigueur peut-être une petite stagnation, une légère diminution, stagnation, légère croissance. La zone d'incertitude est relativement forte, ça dépendra aussi des taux d'intérêt et du pouvoir d'achat en plus de ça des Américains. Sous Trump en tant que président. On verra ce que ça donnera. Pour que je puisse tout simplement vous donner un ordre de grandeur, la société construit quelque chose comme 30 à 35 000 maisons par an. Elle pèse à elle seule 4% des nouvelles constructions de maisons aux États-Unis. 4% en sachant que c'est la troisième plus grosse. Donc là, on est très clairement sur un océan rouge. Il y a énormément de concurrence aux États-Unis sur la construction de maisons. Donc quand on met en parallèle le nombre de maisons construites par an et les Net New Orders, on en conclut que l'entreprise a déjà signé pour 1 an supplémentaire de construction de maisons, pour une année supplémentaire. Donc voilà, il y a tout plein de chiffres intéressants, le cancellation rate, on voit que c'est diminué de 1%. Moi personnellement, je me régale à lire des chiffres comme ça. Je sais pas pour vous. Bon, voilà, je vous laisserai les analyser et mettre sur pause si toutefois ça vous intéresse. On voit ce que je vous ai dit, donc c'est-à-dire qu'il y a une légère baisse de la gross margin, de la marge brute, donc de 0,4%. Et cette légère baisse-là est due tout simplement aux gestes commerciaux que génère la société pour pouvoir compenser la hausse des taux d'intérêt et pouvoir rendre une mensualité payable acceptable par un client. Donc la baisse, on admettra qu'elle est quand même relativement modérée.
Vous avez ici le nombre de closings, donc de ventes actées, donc c'est 31 000, c'est bien ce que je disais. Donc simplement pour que vous puissiez jauger un petit peu tout ça et que vous puissiez vous rendre compte, en 2007, alors que la population n'était pas la même aux États-Unis, donc une population moindre, il y avait 45 000 closings par an, donc 50% de plus qu'aujourd'hui. Et d'une année à l'autre, juste après la crise financière, le nombre de closings est passé de 45 000, donc le nombre de ventes de maisons est passé de 45 000 par an à 15 000 par an. Et c'est à partir de là que la société anciennement avait fait des pertes. Donc la société annonce très clairement que les rate buy downs qu'elles vont effectuer, qu'elles vont générer, risquent d'être relativement élevés sur les années à venir, donc potentiellement de grignoter toujours un petit peu plus la marge brute. Elle le lit ici, parce qu'elle prévoit que les taux d'intérêt restent relativement élevés sur les années à venir. Donc risque à prendre en compte toutefois. Alors voilà, la société a amélioré sa vitesse de production de maisons, donc la vitesse à laquelle elle traite avec ses fournisseurs, ses suppliers pour construire la maison. Donc ici, on s'aperçoit que l'entreprise en profite pour racheter de la dette de manière prématurée. Donc ce sont des rachats avantageux qui permettent de réduire les grosses échéances de dette pour les rendre plus acceptables et tout simplement diminuer les risques. Et aussi potentiellement racheter cette dette-là à des prix avantageux sur le marché secondaire. Je rentre pas dans les détails, je pense que si vous êtes un petit peu familier avec la dette et la hausse des taux d'intérêt et les corrélations qu'il y a entre le prix des obligations et les taux d'intérêt, vous pouvez très vite comprendre de quoi je veux parler. Donc on apprend ici qu'en janvier 2025, le board des directeurs a augmenté l'autorisation pour un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars. J'espère qu'ils en profiteront avec la baisse qu'il y a eu pour qu'on puisse bien se faire rincer. Donc voilà, là je souligne ici tout simplement que une grosse partie de la croissance du bénéfice par action a été aussi induite par le fait que l'entreprise a massivement racheté ses actions. On le rappelle, 45% de ses actions, elle a racheté 45% de ses actions en 10 ans. Petit point de surveillance que je voudrais souligner ici, si vous voyez une baisse du free cash flow dans les fondamentaux de l'entreprise, c'est tout simplement parce qu'elle fait parfois de gros investissements par le biais de rachat de terrain pour pouvoir y construire des maisons dessus. Alors on voit ici petit aparté sur la dette et l'évolution de la dette. Donc vous avez ici en bas le tableau au 31 décembre 2023. Donc avec ici les deux grosses échéances anciennement, donc à 460 millions et 443 millions de dollars pour 2026 et 2027. Ici le but est tout simplement de s'assurer que l'entreprise aura suffisamment de liquidité ou de génération de cash pour pouvoir rembourser sa dette au moment voulu. Il se trouve que là, quand on compare le tableau au 31 décembre 2023 et le tableau au 31 décembre 2024, on va avoir une diminution de la dette. Donc simplement que l'entreprise a racheté par anticipation sa dette à des prix avantageux d'une manière générale. En tout cas, il faut l'espérer. Donc tout simplement, ici, les deux plus grosses échéances sont toujours prépondérantes, mais beaucoup moins impactantes. Et donc on a une dette, par exemple, en 2026 de 268 millions qui doit être remboursée. Donc d'ici l'année prochaine, il suffit simplement de s'assurer que l'entreprise a suffisamment de cash. Ici, je crois que le cash en liquidité devait avoisiner entre 1 et 2 milliards de dollars. Donc on est plus que large et en plus de ça, elle générera du cash. Donc si toutefois elle était en difficulté, si toutefois par malheur il y avait eu une baisse drastique de sa rentabilité, l'entreprise aurait plusieurs possibilités. La première, ce serait tout simplement de diminuer le rachat d'actions pour l'investisseur pour pouvoir rembourser sa dette. Elle peut aussi taper dans ses liquidités et en plus de ça, des banques sont actuellement prêtes à générer des prêts envers cette entreprise à tout moment. Et ça, vous l'apprenez aussi dans le rapport. Donc vis-à-vis de la dette et des échéances, il n'y a aucun souci. Donc je vous passe les détails du bilan tout simplement parce qu'on a déjà revu les fondamentaux juste avant. Bon, je voulais surtout aussi que là, maintenant, on prenne un petit peu de temps, peut-être une petite minute pour pouvoir comparer Pult Group avec ses concurrents. Donc, je me suis fait tout simplement un tableau sur la base de plusieurs critères fondamentaux et j'ai comparé Pult Group avec ses concurrents. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas tombé d'abord sur Pult Group. Je suis d'abord tombé avec mon stock screener sur l'entreprise Toll Brothers, donc, qui est aussi une entreprise, donc voilà, elle est concurrente ici, vous l'avez sur cette colonne-là. C'est aussi une entreprise qui est en concurrence avec Pult Group, plus ou moins, c'est-à-dire que Toll Brothers est plutôt une cible sur le marché haut de gamme et sur le marché de la construction du luxe. C'est en comparant Toll Brothers avec ses concurrents que je suis tombé sur Pult Group en tant qu'entreprise potentiellement plus intéressante et plus performante, notamment pour ce qui était du rapport croissance du bénéfice par action et de plein d'autres caractères, dont principalement celui du retour de valeur vers l'investisseur. Donc voilà, alors vous avez ici plusieurs concurrents de Pult Group. Donc vous avez Toll Brothers, vous avez KB Homes, vous avez Lennar Corporation, Taylor Morrison, DR Horton et NVR. En sachant que les plus gros de mémoire, vous allez avoir DR Horton et Taylor Morrison, ou bien Lennar, je ne sais plus lequel des deux, peut-être Lennar, qui sont respectivement le top 1 pour Horton et le top 2 pour Lennar.
Donc pour que vous puissiez avoir les ordres de grandeur, Pult Group, comme je vous l'avais dit, construit entre 30 et 35 000 maisons, nouvelles maisons neuves par an. Chez D.R. Horton, on est plus sur du 80 000 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ici je choisis de comparer à plusieurs points dans les fondamentaux, la croissance du chiffre d'affaires, la marge nette, la croissance du revenu net, la croissance du bénéfice par action et l'évolution du nombre d'actions en circulation. Ici, d'une manière générale, l'entreprise qui s'en sort le mieux, c'est la société dont je vous parle aujourd'hui, Pult Group. Je vous laisse faire pause sur le tableau, je ne le commande pas plus que ça, je vous laisserai le plaisir d'interpréter comme vous le souhaitez. Et donc tous les chiffres donnés ici au passage tablent sur une période de 10 ans. Je regarde juste qu'est-ce qui peut manquer à l'analyse. Ou bien est-ce qu'on peut conclure? Non, je crois qu'on va pouvoir conclure. Alors pour moi, Pult Group est une société qui est gérée de manière très prudente et responsable. D'après ce que je vois dans le rapport annuel et d'après les fondamentaux, en tout cas c'est moi ce que je vois. Il y a un gros retour de valeur pour l'investisseur, ce qui me plaît beaucoup. La société opère dans un secteur déprimé, de par les taux d'intérêt élevés et une mauvaise expérience par le passé avec la crise en 2007. La société a aujourd'hui beaucoup de cash en réserve et un cash flow très solide. Elle opère dans un marché qui est aujourd'hui beaucoup plus surveillé et donc beaucoup moins sujet aux écarts connus. Donc c'est marrant, mais c'est contrairement au sentiment actuel, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de confiance des investisseurs dans ce secteur-là, alors qu'il n'y a jamais eu autant de méfiance de la part des gouvernements. Il y a une excellente résilience face à la hausse des taux d'intérêt. Et donc ça veut tout simplement dire que l'entreprise sait pallier aux difficultés. À se rappeler toutefois qu'elle s'est relevée d'une crise qui ciblait son secteur, pendant laquelle elle avait perdu 6 milliards de dollars en 5 ans. Donc cette entreprise-là sait traverser les crises. Donc elle est certes très fortement dépendante des sociétés qui rachètent les prêts hypothécaires qu'elle génère, mais les deux sociétés principales de rachat de prêts hypothécaires sont placées sous la tutelle du gouvernement. Et même s'il y a des discussions pour pouvoir, on va dire, effacer cette tutelle et rendre un petit peu plus d'autonomie à ces deux entreprises-là, il se trouve que pour l'instant, c'est toujours pas le cas, et donc, que vu que ces deux entreprises-là sont toujours sous tutelle du gouvernement, alors il y a quand même très peu de risques pour Pult Group que ces deux sociétés-là ne puissent plus racheter ces prêts hypothécaires. Donc l'entreprise a également une faible dette et respecte tous ses covenants financiers, donc tous ses rapports et ses recommandations. Donc pour moi, c'est une entreprise safe, rentable, résiliente et qui donne de gros retours aux investisseurs. Et donc pour moi, c'est une très belle entreprise dans laquelle d'ailleurs je placerai sûrement quelques milliers d'euros, je pense entre 4 et 10 000 euros. Je me suis pas encore décidé totalement. Et je vous ferai un retour et puis je vous montrerai la transaction peut-être lors de la prochaine vidéo que je ferai. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que je vous aurai appris quelques petites choses. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!